Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est paru chez Odile Jacob. Tout le week-end, l'Iran et Israël se sont rendus coup pour coup par frappes militaires interposées. Missiles balistiques et drones côté iranien, frappes aériennes et opérations au sol en territoire ennemi côté israélien. C'est quand même une drôle de guerre, Frédéric Ancel, sans combat direct, guerre qui tombe du ciel pour les deux peuples. Est-ce que vous pensez que cela va durer, Frédéric Ancel ? Oui, ça va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, oui. Oui, pour deux raisons. La première, c'est que les Israéliens, l'état-major israélien, le gouvernement israélien, ont décidé d'en finir avec l'épée de Damoclès immédiate du nucléaire iranien. Je dis bien épée de Damoclès immédiate. Il s'agit bien de ne pas croire, parce que personne ne le croit, que des formules situées au fond d'ordinateurs ou de cerveau vont tout d'un coup disparaître sous les bombes. Évidemment, l'Iran conservera un haut niveau de technicité nucléaire. Mais ces derniers jours, ces dernières semaines, il semblait que vraisemblablement l'Iran allait arriver très rapidement à la capacité nucléaire militaire, ce qui pour Israël est une menace existentielle. Donc les Israéliens pensent surtout, c'est ce qu'ils ont comme objectif, à retarder de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, cette capacité. Et puis du côté iranien, ça va se poursuivre parce que le roi est nu. Et depuis octobre dernier et l'écrasement du Hezbollah, au fond, la République islamique n'a plus que ses missiles à propulser essentiellement d'ailleurs sur des villes civiles pour montrer qu'il n'est pas définitivement à terre. Oui, certains décrivent le régime des mollahs comme faible et dangereux parce que faible, justement, Frédéric Ancel. Oui, absolument, c'est le syndrome de la bête blessée, c'est vrai, mais en même temps, aux yeux, en tout cas, des Israéliens d'une part, mais de la communauté internationale, et notamment de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'autre part, ce régime n'est pas si faible au sens de sa capacité de nuisance nucléaire. Il faut quand même rappeler d'un mot que, depuis 2002, l'AIEA, c'est-à-dire l'ONU, c'est pas le Likoud de Netanyahou, c'est l'ONU, stigmatise l'Iran pour son avancée illégale en droit international de ses capacités nucléaires. Et je rappelle également d'une date que le 1er janvier 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire aussi Moscou et Pékin, avaient décidé d'une série de trains de sanctions qui d'ailleurs depuis n'ont jamais été levés, toujours sur le dossier nucléaire. Donc il est faible, oui, à l'intérieur, il est faible aussi parce que la population le déteste, ce régime, il est faible aussi de la perte de son proxy principal qui était le Hezbollah, mais il conserve pour l'instant, et on le voit bien, une capacité de nuisance balistique très considérable. Est-ce que vous pensez que le gouvernement de Benyamin Netanyahou espère un changement de régime à Téhéran ? Il y a eu cet appel quand même de Benyamin Netanyahou à la population iranienne à se soulever contre le régime en place. Oui, mais je pense que là, on est dans la pensée magique. C'est-à-dire que on comprend bien pourquoi Netanyahou appelle le peuple iranien à se soulever. Et il s'agit aussi, en stigmatisant très durement et sur le plan moral et à juste titre ce régime inique, mais pour légitimer ou surlégitimer en quelque sorte son offensive militaire massive. Ça, on le comprend. Mais le problème, c'est que les régimes ne chutent que très exceptionnellement du fait d'opérations militaires extérieures. D'abord parce que une grande partie du peuple iranien, et c'est tout à fait compréhensible et légitime, est très patriote, sinon nationaliste. Donc, si vous voulez, être libéré dans les fourgons de l'étranger, c'est jamais quelque chose de très positif. Et puis, deuxième point, on fait une révolution lorsqu'on est exaspéré au quotidien sur le plan social ou sur le plan de la répression permanente. Mais pas parce que des bombes extérieures tombent sur les chefs, y compris ONI, de votre propre régime. Et qu'est-ce que vous pensez que va faire Donald Trump ? Que vont faire les États-Unis qui, à ce stade des opérations, se montrent assez hésitants. J'ai suivi toute la nuit sur les réseaux sociaux les fondus de ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire l'information, le renseignement en open source. On a beaucoup commenté l'envol d'avions ravitailleurs militaires américains qui se dirigent actuellement vers l'Europe. Pourquoi vont-ils se positionner en Europe ? Est-ce le signe que les Américains pourraient s'engager militairement en Iran, etc., etc. Oui, là on est sur le paradigme, sur la quintessence de l'imprévisibilité du président américain, parce qu'en réalité, lui souhaite, se fiche un peu qu'Israël et l'Iran se fassent la guerre, mais je rappelle toujours que son prisme moyen-oriental, et on l'a vu il y a encore quelques semaines, c'est l'Arabie Saoudite. En fait, ce que craint Trump, comme la peste, c'est que perdu pour perdu, le régime islamique d'Iran cherche à tout casser, et y compris les installations pétrolières saoudiennes, et pourquoi pas d'ailleurs émiraties, puis surtout
a bloqué la voie de navigation commerciale fondamentale du Golfe. Et là, ça coûterait très cher. Absolument. Et ça coûterait très cher à tout le monde, et surtout aux Américains. Je rappelle que l'Arabie Saoudite vient de promettre l'achat à concurrence de 140 milliards de dollars de matériel et de services militaires essentiellement américains, et c'est comme ça depuis des décennies. C'est pour ça que je vous dis que Trump, lui, il est prêt à soutenir, et c'est pas nouveau, Israël à fond contre l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que c'est le même Trump qui, en août 2018, était sorti du fameux accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire, qui avait été signé avec les Européens notamment, et les Russes et les Chinois aussi, et les Iraniens. Et donc c'est lui qui est revenu dans des négociations, et d'après les Israéliens, ces dernières semaines, ces négociations, en réalité, elles n'étaient pas sérieuses, elles tournaient en rond. Donc on a aujourd'hui une imprévisibilité réellement très très grande, et j'allais dire à l'épreuve du terrain de la part de Monsieur Trump. Merci Frédéric Ancel, enseignant à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, hein, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Merci à vous. Il est 7h17 sur Europe 1.